Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Talk avec William. Et aujourd'hui, on va répondre à une question centrale que je suis sûr certains d'entre vous se posent à la fin de cette saison et en envisageant les prochains mois. Pourquoi il est indispensable de continuer à s'entraîner cet hiver et comment le faire? Dans cet épisode, on va essayer de répondre à plusieurs questions, notamment comment est-ce que l'entraînement de cet hiver va être la base pour la saison 2026? Comment est-ce qu'on évite les blessures et la reprise brutale? Ou encore comment le travail technique en natation peut vous aider à passer un cap dans une discipline qui est souvent détestée des triathlètes? C'est parti pour ce nouveau numéro du Talk. Salut William, comment ça va? Eh bah écoute, ça va, j'espère que toi aussi, que tout le monde aussi. Écoute, ouais, content de te retrouver pour ce nouveau numéro. C'est le premier numéro après qu'on ait officiellement annoncé le lancement du podcast Open Tree. Donc vous pouvez nous retrouver désormais toutes les semaines, soit en format solo, soit en format duo, et peut-être prochainement avec d'autres invités, à la fois sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi en vidéo sur YouTube. Je vous laisse aller vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis n'hésitez pas, si vous êtes membre de la communauté OpenTree, à répondre aux sondages qui nous permettront de choisir les prochains sujets et de prendre vos questions pour y répondre. Ce sera notamment le cas d'une première question qu'on a eue aujourd'hui sur le sujet du jour. Et puis n'hésitez pas, si le format vous plaît, à laisser un like ou à laisser une note 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. Ça nous aide toujours à nous faire voir à davantage de triathlètes. Et à le On y partager va pour aussi. le sujet du jour. Et à le partager aussi, Euh, parce qu'en hiver, c'est toujours compliqué de trouver la motivation un peu pour s'entraîner. Et avoir un peu de sujets intéressants à écouter, c'est toujours mieux que de passer quelques heures sur le vélo, sur un trainer, dans le silence. Ouais, c'est clair. Ça aide, hein. Mentalement, ça aide d'avoir un truc dans les oreilles quand même. Donc on va essayer de vous accompagner si vous nous écoutez en train de courir, en train de faire du vélo. On est là, on est là, on est là avec vous. Euh, le sujet du jour, donc pourquoi il est indispensable de continuer à s'entraîner cet hiver? Moi, je le trouve intéressant à traiter parce que c'est une réflexion qu'on a régulièrement de la part d'athlètes qu'on croise. C'est que, en fait, ils terminent leur saison en septembre, en octobre au plus tard. Et après, ils nous disent souvent, bah, en fait, moi, je vais passer l'hiver un peu tranquille, je vais m'entretenir légèrement dans les trois sports, mais sans avoir nécessairement de plan déterminé et sans comprendre pourquoi il est important de structurer son entraînement l'hiver, pourquoi il est important de travailler les bonnes qualités et de poser les fondations pour la saison à venir. Et du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir parler de ça et de déconstruire un peu le sujet avec toi, William, et ton regard d'entraîneur. Alors, déjà en deux mots, si tu devais résumer l'intérêt principal de l'entraînement en hiver, à quoi il va nous servir dans l'optique de notre saison 2026? Bah, ça va être déjà de maintenir tous les acquis que vous avez pu avoir sur cette saison 2025. Et bah, du coup, par conséquent, d'éviter une régression, parce que c'est quand même dommage de s'être entraîné assidûment pendant 4, 6, 8, 10 mois, pour au final couper sur plusieurs mois cet hiver et puis repartir d'un niveau bien plus bas au printemps 2026. Donc c'est vrai que bah, on peut le voir, hein, le corps perd rapidement quand même ses adaptations, hein, si on coupe trop longtemps, donc que ce soit au niveau physiologique ou musculaire. Donc c'est vrai que sans parler forcément de gros développement sur l'hiver, déjà avoir une phase de maintien pour pouvoir garder son niveau plancher pour aborder la saison 2026, ça me paraît essentiel. Ouais, et puis c'est un peu la logique qu'on essaye de défendre chez OpenTree depuis plusieurs années, c'est de se dire que la progression, elle se fait pas sur uniquement les mois du printemps et d'été, sur lesquels on est finalement presque en préparation finale pour nos objectifs. En fait, elle se pose toute l'année, et la progression, alors c'est dur à dire et c'est une vérité qui fait mal, mais elle se fait d'année en année, de saison en saison, d'être capable d'enchaîner des années avec 45, 48, 50 semaines régulières pour pouvoir avoir des effets cumulés au fur et à mesure des années. Et ne pas s'entraîner l'hiver, c'est perdre un peu cette croissance continue qu'on va avoir de notre progression. Si on parle un peu de manière concrète, physiologique, c'est quoi les adaptations que le corps peut perdre rapidement si on coupe cet hiver ou on s'entraîne assez peu?
Bah, déjà, d'un premier coup, ce qu'on peut voir déjà, c'est une grosse baisse de tout ce qui va être VO2 max et forcément des valeurs qui vont y être associées, donc tout ce qui va être seuil notamment et capacité aérobie de base. Hein, déjà là-dessus, on va avoir une baisse assez importante, hein, qui va être assez exponentielle au fur et à mesure de la durée de la coupure. Hein. C'est vrai que couper 10-15 jours en fin de saison pour se régénérer physiquement et mentalement, on va avoir forcément une petite baisse. Par contre, couper 2, 3, 4 mois, la baisse est bien plus importante et surtout le retour à un niveau basal est aussi beaucoup plus long. Donc ça va être au niveau physio. On va aussi avoir une perte de force et d'endurance musculaire. Hein. Ce sont les capacités qu'on perd le plus vite si elles ne sont pas entretenues. Donc voilà, globalement, ce sont les adaptations principales qui vont disparaître au fur et à mesure de la durée de la coupure. Ouais, et puis comme tu le disais, l'illustration est bonne, c'est que il vaut mieux bénéficier de l'inertie de l'entraînement qu'on a toute l'année pour continuer à progresser petit à petit, plutôt que de couper et de devoir relancer la machine depuis zéro au printemps et de devoir remettre les bouchées doubles avec le risque de surmenage, voire même de surentraînement ou de blessure que ça induit. Alors que, en fait, continuer à avoir une activité régulière et intelligente tout l'hiver, ça permet de garder cette inertie dans l'entraînement et de continuer à progresser petit à petit. C'est vrai qu'on voit beaucoup là on a une mode un peu depuis 2, 3, 4 ans de personnes qui se lancent un peu en one shot au début de l'année ou au printemps sur un défi. Allez, je vais aller faire un 73 ou un Ironman cet été, donc ça me laisse 3, 4 mois de préparation et puis derrière j'arrête tout. Donc là déjà, ça faut savoir que c'est une très faible minorité d'athlètes et que ces athlètes-là, certes, ils vont pouvoir arriver au bout de leur épreuve, mais d'un point de vue potentiel, ils vont être très très loin du potentiel maximal qu'ils pourraient avoir en ayant eu un entraînement structuré et régulier, déjà d'une part toute la saison et même sur plusieurs saisons. Il faut se dire que le triathlon, c'est un sport, on l'a répété déjà, à maturité tardive, et notamment au niveau durabilité et résistance à l'effort, hein, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure des années de pratique, avec un volume régulier, des stimuli réguliers, et c'est vrai qu'avoir un entraînement pas forcément conséquent, mais réfléchi et structuré, et surtout régulier en termes de fréquence tout au long de l'année, et sur plusieurs années, c'est ce qui va vous permettre de franchir des caps saison après saison, et non pas justement comme on a pu le dire, de repartir entre guillemets de zéro à chaque printemps. Ouais. Et, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va bosser en priorité cet hiver? Parce que on prend souvent cette image de dire que l'hiver, ça va être la fondation de la saison à venir, et que sans ces fondations, en fait, comme tu l'expliquais, on va construire. Alors, on peut réussir à construire, mais sur des acquis qui ne seront pas solides, et donc on sera loin de notre potentiel idéal. Comment on va travailler? Ça va être quoi la philosophie pour bosser cet hiver? Quelle qualité, quelle planification on va mettre en place? Alors souvent, ce qu'on va voir, c'est que quand on s'approche d'un objectif de la saison, on va être de plus en plus spécifique au niveau des qualités travaillées. Donc ça veut dire que plus on va se rapprocher de l'objectif, par exemple si on parle d'un Ironman, à l'approche de l'objectif, on va travailler sur des intervalles très longs, en zone 2, enfin, on va dire en endurance active, et on va forcément naturellement délaisser les qualités opposées qui sont des travails de PMA, de VMA en course à pied. Et donc en fait, quand on s'entraîne régulièrement que sur une petite partie de l'année, on se délaisse de tout un plan de la performance qui n'est pas forcément associé à l'objectif qu'on prépare. Donc en fait l'intérêt de travailler régulièrement toute l'année, c'est que loin de l'objectif, on va pouvoir se permettre de développer des qualités soit où on discerne un vrai point faible, soit qui sont vraiment assez opposés à l'objectif qu'on va vouloir préparer au cours de la saison. Et c'est vraiment
l'occasion idéale pour avoir un vrai développement de ces qualités-là et pour pouvoir un peu relever ce plafond de verre qui va nous limiter sur des allures un peu plus spécifiques à ce qu'on va préparer ensuite. Donc c'est ce qui explique que même pour quelqu'un qui prépare du longue distance, cet hiver, on va pouvoir lui faire travailler de la zone 6 de la résistance au lactate, de la zone 7 du sprint, et surtout, on va dire, pardon, parce qu'on est éloigné de sa compétition et qu'on peut se permettre de le faire et d'aller travailler des intensités qui sont loin de celles qu'il va viser, mais qui font partie de son panel de qualité d'athlète d'endurance. Ouais, et puis également, ce qu'on peut dire, c'est que travailler des efforts très courts, très explosifs pour quelqu'un qui fait du long, bah, c'est quelque chose qui peut être pris un peu sur l'aspect plaisir, hein. C'est vraiment du fun, on découvre autre chose, une autre méthode d'entraînement. C'est vrai que c'est très différent d'aller se taper 3 heures à vélo avec, je sais pas moi, 2 fois 1 heure à puissance Ironman. Là, faire des sprints de 10 secondes, faire des 30-15 à PMA, c'est quelque chose qui va être très différent et qui va permettre déjà d'une part de développer des qualités complémentaires et d'autre part sur le plan mental aussi de voir autre chose et puis d'arriver à l'approche de la saison sans être un peu déjà entamé mentalement sur le travail un peu long réverbatif qu'on peut voir sur une préparation Ironman. Ouais, donc ça a aussi cet avantage de permettre de varier un peu les thématiques des séances, de casser un peu la routine et sachant que la préparation sera longue, si on se projette en novembre-décembre avec un objectif longue distance en juin-juillet, si on commence à boucler sur les mêmes séances dès cette période-là, ça va être très très long mentalement pour tenir. Et puis il y a aussi, j'imagine, toujours dans cette optique de varier les choses, casser la routine, aussi la possibilité l'hiver d'aller faire un peu d'autres activités, je sais pas, du home trainer, de la PPG, voire même du VTT, du gravel. C'est la bonne période pour le faire, ça aussi? Oui, oui, il n'y a pas forcément de mauvaise période, mais disons que plus on est loin de l'échéance, plus on peut se permettre de, de- de sortir un peu de la routine des 3 sports. Et c'est vrai que avoir un travail spécifique sur home trainer, donc ça peut être pas forcément que l'hiver, hein, pour moi c'est toute la saison, c'est relativement important, mais ça c'est intéressant. Travailler alors en PPG. Moi, je suis pas hyper fan du renfort pour les triathlètes, dans le sens où, pour un triathlète amateur, je vois quand même plus d'utilité à rajouter une séance dans un des sports pour progresser davantage plutôt que de rajouter une séance de muscu, mais intégrer des routines de prévention de blessures si vous êtes sujet à des tendinites ou à des petits déséquilibres, ça peut être très intéressant. Les sports complémentaires, je pense au trail ou alors à des préparations complètement différentes, hein. Ça peut être du swimrun, même si en hiver c'est un peu plus compliqué, mais du duathlon à l'approche de la saison, ça peut être quelque chose qui va aussi vous permettre de développer tout un tas d'aptitudes différentes de ce que vous avez avoir besoin les objectifs principaux de la saison, mais tout aussi complémentaires au travail que vous allez faire en préparation spécifique. Ok, très intéressant. Et il y a un point qu'on s'est noté après, c'est aussi que l'hiver, en fait, s'entraîner sérieusement l'hiver, ça permet aussi de bosser le mental et de se préparer en fait, de préparer les beaux jours dans des conditions plus difficiles. D'une part, en étant plus régulier, mais aussi en étant dans des conditions climatiques un peu plus compliquées. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui fait la différence aussi. C'est-à-dire que si on s'est entraîné uniquement sous le soleil, en manche courte, et qu'on a connu que le bon côté des sorties vélo ou des sorties à pied, le jour où on arrive sur une compète où on se retrouve avec un orage, de la grêle ou du vent, on est aussi un peu moins près sur l'aspect psychologique et mental des choses. C'est vrai que l'hiver, ça peut être une période qui peut être assez rude. Je pense à quelqu'un qui disait qu'en hiver, personne ne te donnera une médaille pour aller rouler tous les dimanches matins ou pour aller courir tous les midis. C'est un peu vrai en fait. L'hiver, c'est une période qui est compliquée. C'est une phase
entre guillemets invisible de l'entraînement, puisqu'on est loin des compétitions et on est loin de la lumière en fait du résultat final. Mais c'est une vraie période vraiment importante pour forger déjà d'une la discipline et de deux la motivation. Et c'est vrai que arriver sur les beaux jours au printemps et voir qu'on a, je sais pas, une sortie de 3 heures à aller faire et qu'il fait plein soleil, alors que il y a quelques mois, soit il faisait nuit hyper tôt, soit il faisait hyper froid, soit il pleuvait. C'est vrai que d'un point de vue levier mental, c'est hyper intéressant et ça aide vraiment à forger à ce qu'on pourrait dire entre guillemets un mental d'acier une fois qu'on a traversé l'hiver en ayant gardé le cap sur sa prépa. C'est vrai que au printemps on peut un peu se sentir intouchable et ça c'est un sentiment qui est quand même très très satisfaisant. Ouais, et puis se sentir léger, hein, parce que quand t'as roulé tout l'hiver avec les gants, deux vestes, une veste imperméable au-dessus, des surchaussures et tout, quand tu retires ça au printemps, t'as l'impression de peser quelques kilos de moins et d'aller beaucoup plus vite tout de suite. Ouais, et Ça puis fait du bien aussi c'est pas mentalement. très aéro non plus. Non, c'est pas très aéro, non, non, effectivement. Ou quoi, ouais, il y a ce truc aussi, effectivement, hein, de pas prendre que les bons côtés, de prendre aussi les jours difficiles et prendre les jours difficiles, en plus de progresser, ça veut dire aussi se forger un mental beaucoup plus solide qui vous servira à coup sûr en compétition quand il faudra se dépasser. Peut-être pour parler de manière un peu plus concrète, là on est fin septembre au moment où on enregistre cet épisode. La plupart des triathlètes vont boucler leur saison là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. S'en suivra une période de coupure sur laquelle on a bien reçu vos messages. On fera un épisode pour parler de la coupure concrètement. Mais si on bascule tout de suite sur la reprise et sur l'entraînement en hiver, c'est quoi les choses auxquelles il faut faire attention au moment de la reprise pour éviter de reprendre trop fort? Bah, la règle numéro un, ça va être la progressivité. C'est vrai que reprendre tranquillement l'hiver et envisager un objectif au printemps ou à l'été, on a quand même une longue période de plus de 6 mois devant nous, ça permet d'envisager une reprise vraiment progressive, alors que quand on se lance dans une prépa un peu one shot et un peu en mode panic training, 2-3 mois à l'avance, on est obligé forcément de prendre un peu plus de risques niveau progressivité, ce qui peut causer du tort au niveau blessure, au niveau par exemple tendinite en course à pied. Et d'ailleurs en course à pied c'est la discipline où la progressivité et la régularité sont vraiment deux aspects capitaux de l'entraînement. Et c'est vrai que reprendre progressivement l'hiver pour pouvoir monter son volume d'entraînement progressivement du coup au fil des semaines, c'est quelque chose qui est primordial, puisque d'une, ça va permettre de créer une base aérobie solide, et de deux, ça va permettre que le corps vraiment s'adapte tranquillement sans lui créer de trop de surcharge, et puis en limitant vraiment le risque de blessure. C'est vrai qu'on voit souvent qu'il y en a qui ont tendance à reprendre trop vite à l'approche d'une course, et puis 2-3 semaines avant la course, ils atteignent le pic d'entraînement, mais étant donné qu'ils n'ont pas été progressifs avant, c'est là où apparaissent les premières douleurs et ils arrivent sur l'affûtage ou sur la course avec des douleurs qui traînent à droite à gauche et forcément ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. Alors que s'ils avaient commencé l'entraînement Ouais. régulièrement l'hiver avec cette surcharge très progressive d'une semaine sur l'autre, ils n'auraient pas forcément eu ce genre de désagrément. Ouais, ouais, t'as raison. En fait, ça a le gros avantage de nous laisser le temps. Et ça rejoint ce que tu disais avant. Ça nous laisse le temps de travailler tout un panel de qualités. Ça nous laisse le temps de reprendre progressivement et de pouvoir monter en charge sans être pressé et de courir après le temps parce qu'il reste seulement X semaines avant la compète. Et il y a cette vraie, ouais, il y a ce vrai intérêt à se dire, en démarrant l'entraînement pour 2026 dès octobre, dès novembre pour certains, en fait, ça va nous permettre de faire les choses proprement et d'avoir vraiment, de dérouler la prépa idéale jusqu'au printemps et puis même jusqu'à la préparation finale vers mon objectif. Euh, Après, en termes d'exercice, de qualité travaillée, de points faibles. On en parlait au début, on se disait que l'hiver, c'est quand même la période idéale pour aller travailler ses points faibles
qu'est-ce que je cible? Est-ce que c'est une bonne stratégie de se dire que je mets le focus pendant quelques semaines sur une discipline, voire même une qualité à l'intérieur d'une discipline pour aller travailler mes points faibles? Est-ce que ça tient la route comme raisonnement? Alors ouais, ça peut être très intéressant et quand on parle de points faibles, souvent pour 90% des triathlètes au moins, on pense souvent à la natation. Et c'est vrai qu'avoir un bloc assez régulier en natation où on va venir s'entraîner, je sais pas, 3, 4, 5 fois, alors qu'à l'habitude on s'entraîne 2 fois par semaine tout au long de l'année, et bah, si on a ces 3, 4, 5 séances par semaine sur un mois ou deux bah, en plein hiver, et ben on a vraiment l'occasion de franchir un vrai cap. Un vrai cap technique et bah, du coup, par conséquent physiologique, puisque bah, du coup les chronos vont descendre. Et l'hiver, c'est vraiment l'occasion idéale parce que, bah, disons que courir autant avec les bons équipements, ça se passe bien. Rouler, forcément, tout de suite, c'est plus compliqué parce que bah, on fait des sorties moins longues, il y a une météo pas forcément, euh, pas forcément idéale. Les séances sur home trainer sont souvent moins longues aussi que celles en extérieur. Donc en fait, on se libère un peu de volume d'entraînement qu'on peut réinvestir en natation et qu'il est très intéressant d'investir en natation. Et c'est vrai que avoir ce focus-là sur une discipline pendant un mois ou deux, ça peut vraiment vous faire franchir un cap pour la saison qui arrive. Et comme on le disait précédemment dans l'épisode sur préparer son objectif secondaire en fin de saison, ça peut faire partie d'une préparation à une compétition secondaire. Alors en natation, c'est souvent un peu moins facile, mais en vélo ou en course à pied, ça peut être le cas. Et du coup, en natation, ça veut dire aussi que c'est le moment où on va manger des éducatifs, de la technique, des séances où on n'avance à rien, détester des triathlètes, mais où il faut travailler le geste, prendre son temps, accepter de ne pas avancer pour pouvoir construire, encore une fois, bah, les fondations d'une nage propre avant d'y mettre de l'intensité un peu plus spécifique au fur et à mesure des mois. Ouais, exactement. Et je garderai quand même de l'intensité en natation, hein, parce que souvent on a tendance à se dire que la natation c'est uniquement entre guillemets un sport technique et qu'une fois qu'on a la technique on peut nager tout seul. Autant en bassin c'est un petit peu vrai, puisque du coup bah, la piscine est un environnement bien plus stable que l'eau libre. Autant en eau libre, la condition physique va être vraiment déterminante, hein. On observe des très mauvais nageurs, entre guillemets, techniquement, qui peuvent sortir des très gros chronos en natation en eau libre parce que ils ont une condition physique très très bonne qui leur permet d'être très, très performants, notamment en termes de cadence de bras, de cadence de jambes. Ils ont un très très gros moteur, en fait, entre guillemets, qui leur permet d'enchaîner les phases propulsives. Alors même si techniquement c'est pas optimal, Ouais. ils peuvent se permettre d'appuyer un peu sur le champignon tout en ne se cramant pas pour sortir de l'eau relativement bien placé. Donc en fait, au-delà de la technique, c'est aussi l'occasion de travailler sur la partie physiologique, hein. On répète souvent pourquoi on ferait une sortie longue à vélo et en course à pied et pourquoi on n'en ferait pas en natation. On voit très peu de triathlètes se manger des 3 fois 1000 mètres en natation ou je sais pas, ou un 10 fois 400. Des choses qui sont très courantes en course à pied ou à vélo, mais en natation c'est très rare. Et pourtant, franchir ce cap-là de conditions physiques et en parallèle l'associer à un travail technique très ciblé, c'est quelque chose qui est très intéressant pour franchir un cap sur ces deux leviers-là. Ok, hyper intéressant. Donc, oui, on a un travail technique pour améliorer la technique de nage et la propreté de nos gestes, mais il y a aussi du travail physio et d'intensité à conserver. Ok, très intéressant. Vu qu'on a démarré là-dessus, on a répondu à une partie de la question en natation, mais sur les autres sports, comment est-ce qu'on s'entraîne l'hiver? À vélo, par exemple. Qu'est-ce qui va changer dans la période de prépa hivernale à vélo sur les modalités, mais aussi sur les qualités qu'on va travailler? Alors à vélo, on va avoir pour une très grande majorité de triathlètes la reprise du home trainer, donc qui va être un effort qui va être relativement différent par rapport à la route. Déjà rien en termes d'intensité. Souvent les triathlètes aiment pas trop entre guillemets le home trainer puisque les watts que je mets dehors, j'arrive pas à les remettre sur home trainer ou alors le ressenti de difficulté, je prends tout de suite 1 ou 2 points de RPE en plus, c'est normal.
les études scientifiques ont montré que, alors ça reste très individuel, mais globalement, on a entre 8 et 15% de perte de puissance quand on passe de la route au home trainer. Donc forcément, une séance, des intervalles à 300 watts, si ça se passe bien dehors, les refaire en intérieur, ça peut être très compliqué à 300 watts. On va plutôt chercher à descendre de 10%, donc à 270 watts, et là on va se retrouver sur un effort physiologique qui va être comparable à ce qu'on faisait dehors. Il faut déjà essayer de raisonner en termes d'adaptation physiologique. On va dire que pour expliquer simplement, le résultat de la puissance qu'on va produire donc en watts, donc la partie externe qu'on va voir, ça va être le résultat d'un effort interne qu'on va produire. Et on va dire que pour un effort interne égal, donc en termes de capacité physique et physiologique, le résultat externe, donc en termes de puissance, sera très différent entre la route et le home trainer. Donc, pour provoquer des adaptations physiologiques intéressantes, il faut plutôt se concentrer sur la partie interne. Ok. Donc déjà, voilà, pour la partie home trainer en hiver, il ne faut surtout pas hésiter à revoir ces zones de puissance à la baisse. Pourquoi pas d'ailleurs refaire des tests 5 et 20 minutes pour pouvoir réétalonner ces zones et avoir quelque chose qui soit du coup plus cohérent avec un ressenti de difficulté qui est davantage corrélé à ce qu'on peut ressentir en extérieur sur une séance similaire. Ensuite, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que sur Home Trainer, on est en prise constante. On n'est pas comme sur la route où on a des moments de roue libre, on a des stops, des feux, donc on a des moments d'arrêt. Donc souvent on a tendance à dire que 1 heure de Home Trainer équivaut à 1h20 dehors. Donc forcément les séances sur Home Trainer vont être plus courtes et on a aussi l'aspect thermorégulation qui va rentrer en compte. Donc même si on a un très bon ventilo, on a tendance à beaucoup plus chauffer et avoir une charge de séance qui va être beaucoup plus importante en intérieur qu'en extérieur. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et donc sur Home Trainer, c'est l'occasion de réaliser un travail qui va être un peu éloigné de ce qu'on va travailler à l'approche des objectifs de la saison. Donc là, on pourrait penser à du travail de force, de vélocité, du travail de PMA. Si je prends par exemple le travail de force et de vélocité, alors il n'y a rien qui est prouvé au niveau scientifique que ça apporte plus de gains qu'un travail à cadence naturelle, mais d'un point de vue résistance musculaire, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Et par exemple, si je prends mon exemple, moi j'ai fait le choix cet été, alors c'est un peu contre-productif de réintroduire du home trainer dans ma préparation pour un triathlon longue distance, un triathlon longue distance qui est tout plat, donc autant dire que je vais passer entre 2 heures et 2 heures et quart en position aéro. Le fait de remettre du home trainer, alors oui, c'est un peu démoralisant en été, mais le fait de refaire des séances sur home trainer où en fait je passe 1 heure et demie, 2 heures en cumulé en position aéro, un peu en force sur des fourchettes de cadence entre 70 et 80 RPM, et ben en fait quand je ressors dehors, je me sens très très fort en position aéro puisqu'en fait sur home trainer je peux passer des séances de 1 heure ou deux vraiment sans bouger de la position aéro. Donc c'est un travail qui va être très complémentaire à ce qu'on va avoir à l'approche des objectifs de la saison, mais qu'il faut bien doser puisque le home trainer peut être plus taxant, que ce soit d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue mental, par rapport à une sortie en extérieur. Ok. Si je résume tout ce que tu nous as dit là, donc il y a l'importance d'être à l'écoute de ses sensations aussi et de ne pas vouloir tenir des watts absolument de la même manière qu'on le ferait en extérieur lorsqu'on travaille sur home trainer. Il y a aussi donc la contrainte de la chaleur qui s'accumule vite. Et ça, c'est vrai que moi, pour le faire tous les hivers, faire du home trainer dans un garage où il fait 4 degrés, au bout d'une demi-heure, on est en t-shirt, voire torse nu, et on transpire vu la chaleur que ça génère. Et après, tu me dis, c'est aussi un bon moyen de travailler la technique et la position pour derrière ressortir plus fort lorsqu'on arrivera sur la route. Ouais. Et je repense à une petite anecdote
qui est assez drôle quand on parle du home trainer en hiver. Souvent, quand je pars chez mes proches et que j'emmène le home trainer et le vélo, je prends toujours le ventilateur. Et que ce soit ma conjointe ou mes proches, j'entends souvent la réflexion de «Oh, mais il fait 4 degrés, tu te mets dans le garage, t'as pas besoin de ventilateur». Alors, personne n'a encore osé, mais j'ai très envie de les mettre sur le home trainer et de voir leur état au bout de 15 minutes. C'est vrai qu'on Ceux sous-estime qui un ont peu essayé l'impact ça. de la chaleur sur le home trainer. Ouais, tout à fait. Ok, donc finalement, ce qui veut dire aussi qu'il y a un petit peu un peu de travail presque technique à vélo, notamment travail de force, travail de. Est-ce que toi tu fais aussi du travail de qualité de pédalage? C'est le genre de truc que tu préconises ou pas? Alors, personnellement, non. Ça a été beaucoup la mode à un moment d'avoir du travail en unijambiste, par exemple. En fait, il a été montré aujourd'hui que alors c'est bête et méchant, mais le coup de pédale le plus efficient, c'est celui qui est le plus naturel. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, appuyez sur les pédales et peu importe ce que ça, enfin comment vous pédalez, les meilleurs watts que vous sortirez, ça sera en appuyant naturellement. Alors après, euh, il peut y avoir des cas un peu exceptionnels. Je prends des gens qui, alors maintenant de plus en plus sur les capteurs de puissance bilatérales, on a l'équilibre de pédalage. C'est très rare les gens qui ont plus de 3-4% d'écart entre la jambe gauche et la jambe droite. Hormis, bah, du coup, si quelqu'un, par exemple, je prends quelqu'un qui s'est fait les ligaments croisés sur une jambe, et ben, faire un peu de travail de pédalage sur la jambe qui a été blessée peut permettre de renforcer spécifiquement cette jambe-là avant de repasser sur un travail normal. Mais en soi, le travail technique, il n'y a rien qui montre aujourd'hui que c'est nécessaire. Et surtout, on est des triathlètes amateurs, on a un volume d'entraînement qui est limité. Il y a bien plus de raisons de passer du temps à développer d'autres qualités que celle-ci. Ok, très clair, très clair. Et sur la partie course à pied, comment on bosse la course à pied en hiver? Est-ce que ça se différencie vraiment du reste ou pas? Honnêtement, non. La course à pied, l'avantage, c'est que c'est la discipline qui est soumise au moins de variations en fait, par rapport bah, au reste de la saison, si ce n'est la température qui, forcément, faire une séance entre 0 et faire une séance à 20 degrés, forcément, le ressenti va pas être le même. La course à pied, si vous mettez pas l'accent sur la natation et forcément avec le volume qui va naturellement baisser à vélo, l'hiver peut être l'occasion de faire un gros bloc d'endurance en course à pied, si c'est votre point faible ou non d'ailleurs, hein. Et puis ça peut être aussi l'occasion de travailler des qualités un petit peu neuromusculaires avec du travail de sprint à plat, du travail de sprint en côte, du travail de gamme aussi, de pliométrie. Alors attention, pour tout ce qui est gamme et pliométrie, ça reste quelque chose qui est relativement traumatisant pour le corps. Donc à faire avec parcimonie, progressivité comme on l'a dit, pour pas arriver au printemps avec des tendinopathies, ça serait un petit peu dommage, mais ça peut être, enfin travailler sur ces qualités neuromusculaires, ça peut être un vrai levier de progression aussi. Ok. Donc un peu à la manière des autres disciplines, on va aussi là aller chercher des qualités qu'on ne va plus ensuite travailler en période plus spécifique à notre compète. Donc on va encore dans cette logique de travailler un maximum de zones de notre spectre de compétences pour nous, athlètes d'endurance. On va aller faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui vont aller faire casser d'autres plafonds de verre sur d'autres zones physiologiques. Euh, et enfin, il y a quand même un truc sur comment est-ce qu'on s'entraîne l'hiver. Il y a la question de l'équipement qui arrive. C'est souvent un frein chez les débutants à se dire je me sens pas de sortir quand il pleut, je me sens pas de sortir quand il fait froid. En réalité, avec le bon équipement, on réussit, en tout cas, parlons des gens qui sont en France métropolitaine, à peu près à passer à travers toutes les météos. Ça veut dire être capable d'investir dans des vêtements imperméables, en course à pied, principalement pour le haut, en vélo pour les surchaussures, pour le haut du corps, pour les gants, et puis pour la partie froid, être capable d'avoir plusieurs couches, être capable d'avoir aussi des accessoires de qualité, parce que
c'est ce qui va nous permettre de passer l'hiver et d'être capable de sortir à peu près sous n'importe quelle météo. Les gros points d'attention, c'est plutôt lorsqu'il y aura du vent, du verglas, où là, on a un vrai danger, mais le froid en soi ou la pluie en soi, à partir du moment où on est bien équipé, on peut passer à travers 95% de ces conditions-là. Et n'hésitez pas alors, du point de vue équipement, à investir un peu, parce que une bonne veste vélo d'hiver ou un bon coupe-vent imperméable à pied, ça vous suit plusieurs années et puis ça vous permet de passer, de continuer à vous entraîner et de passer les saisons sans beaucoup d'encombre. Si on allait un peu plus loin, et c'est vrai que je t'ai pas posé la question pour la course à pied, est-ce que l'investissement dans un tapis de course, c'est un truc, ou juste l'investissement dans un abonnement dans une salle de sport, pour pouvoir faire de la course sur tapis, c'est un truc qui te semble intéressant ou très secondaire? Pour moi, c'est très secondaire. En fait, en triathlon, il y a tellement de pistes de dépenses que j'ai envie de dire. Après, chacun ses priorités, chacun son budget aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans un second temps. On a largement de quoi s'équiper pour pouvoir braver à peu près toutes les météos, surtout en course à pied. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. Moi, je suis totalement en accord avec ça. Honnêtement, un legging, un sous-maillot thermique et une veste, on peut globalement passer partout. Alors après, si vous avez une salle de sport à côté de chez vous, relativement accessible avec des tapis et des machines de renfort, oui, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait faire vos séances sur tapis. Il faudra garder à l'idée que les séances sur tapis, c'est un peu comme les séances sur home trainer. On a tendance à avoir chaud très vite. On est sur un rythme constant, donc d'un point de vue mental, faire 40 minutes de footing sur un tapis, c'est plus taxant qu'aller faire 40 minutes de footing dans la forêt. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment plutôt secondaire. Mieux vaut investir dans une bonne veste vélo pour pouvoir rouler tout l'hiver que dans un abonnement à la salle de Exactement. sport. Et puis ça vous permettra même de faire, pourquoi pas, de l'entraînement en chaleur sur entraîner en arrivant dans la haute saison pour affronter les dimanches de compétition où il fera 30 ou 30 degrés au plus. Et en fait, ta veste vélo, tu l'utilises aussi l'été pour t'enfermer dans le garage sur le home trainer avec la veste pour faire un entraînement à la chaleur. Ok. Ouais. Elle sert Personnellement, toute j'ai fait l'année. ça 2 fois par semaine tout l'été. Et je pense que, mine de rien, alors, on est en Bretagne, il fait pas non plus très très chaud, mais d'un point de vue physiologique, il y a quand même de sacrés avantages. Et puis, par contre, ouais, il faut bien s'hydrater parce que pour avoir fait un peu l'expérience en 45 minutes de home trainer sous chaleur, je perds à peu près 800 grammes en ayant bu 700 millilitres. Donc en fait, je perds à peu près 1,5 kg. Donc il faut bien s'hydrater si vous faites ça. Ouais, donc à la fois sur l'hydratation, mais aussi sur les minéraux que tu peux perdre pendant ces phases-là, faut être vigilant. Et d'ailleurs, sur l'home trainer, hydratation très très importante, hein. Vous perdez beaucoup plus qu'en extérieur. Donc pour moi, la règle, c'est quasiment une gourde de 500 millilitres, voire plus, avec éventuellement des électrolytes par heure de home trainer. Ce qui vous permettra de vraiment compenser les pertes. Et pour le bien de votre vélo aussi, une serviette, soit sur les prolongateurs ou sur le cintre, pour essuyer un peu la transpiration, c'est très important pour pouvoir préserver votre cadre et tout ce qui va être roulement. Ce serait dommage d'arriver sur vos premières courses de la saison avec un vélo un peu rouillé qui grince et vous avez progressé de 20 watts, mais vous en perdez 40, donc en fait vous en perdez 20, donc c'est un peu dommage. Donc l'hiver, voilà, faut prendre soin de son vélo même s'il est sur l'home trainer, et aussi pensez à aller faire entretenir votre vélo l'hiver, hein. Conseil à part, hein, mais beaucoup de gens s'y prennent au printemps et les délais sont assez longs. Personne ne le fait en hiver, donc faites-le en hiver et comme ça vous laissez le vélo une journée chez le vélociste, vous le retrouvez le soir et puis hop, c'est reparti pour une saison. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est le moment, c'est toujours au rang des réparations et autres bricolages. C'est peut-être le moment aussi, pendant la période de reprise, d'aller faire un tour chez l'ostéo, d'aller faire un tour chez le kiné, de vérifier que tout va bien de ce côté-là, parce qu'il y a toujours deux, trois petits trucs à remettre en place généralement, donc un petit check-up, ça fait toujours du bien.
Voilà. Si c'est le cas, allez faire un tour aussi chez votre nutritionniste ou votre diététicien du sport. C'est aussi le moment pour le faire, là, pour reposer les bonnes bases. Encore, on se le disait, penser à ça dès le début de l'hiver, c'est s'offrir du temps pour rajuster les choses, du temps pour faire les choses correctement. Donc, c'est le bon moment pour y penser dès maintenant. Ouais, c'est des moments où on a plus de temps, donc forcément, faut essayer de faire des choses qu'on a moins le temps de faire dans la saison. Je pense aussi au bilan sanguin qui est très important, notamment par exemple ceux qui ont la chance de vivre dans les Alpes et qui vont grimper des cols, forcément vous êtes exposé à l'altitude, et ben une petite carence en fer, d'autant plus si mettons vous êtes végétarien et vous faites attention à votre consommation de viande, et ben c'est vrai que une petite carence comme ça peut être vite arriver et faire un petit bilan sanguin l'hiver. Donc là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est quelque chose qui me paraît être un conseil un petit peu indispensable et qui peut vraiment vous servir pour être au top de votre santé, hein, notamment pour aborder vos objectifs de 2026. Autre gros avantage qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici de continuer à s'entraîner, c'est aussi de garder du lien social, de voir du monde, de s'entraîner à plusieurs. Ça, c'est à pas négliger parce qu'on fait un sport qui est relativement individuel. Il est très difficile de partager tous ces entraînements avec des camarades de club ou des amis. Bah, en fait, continuer à s'entraîner l'hiver, ça permet aussi de passer un peu les mois difficiles à plusieurs. Ça rend les choses un peu plus motivantes. Et puis voilà, ça permet de bénéficier de la dynamique de groupe et de pouvoir faire passer ces semaines et ces mois-là un peu plus rapidement. Donc si vous avez un club, bah, continuez à aller au rendez-vous club. Si vous vous entraînez avec nous sur OpenTree, bah, continuez à venir discuter dans la communauté, à partager vos avancées, à poser vos questions sur vos plans d'entraînement parce que ça permet aussi de trouver un relais, d'en discuter avec d'autres personnes. Et puis l'idée, c'est aussi de passer ces mois-là de la manière la plus agréable possible. Donc le cercle social et les liens sociaux font partie de ces choses-là. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure. Plus on est loin de l'objectif de la saison, plus on peut se permettre d'entraîner des qualités différentes. Et ben, ne vous privez pas, hein, si vous avez votre voisin, votre copain qui a une séance de prévu et qui est pas identique ou qui est totalement différente de la vôtre, et que ça vous fait plaisir d'y aller, allez-y, en fait, sa séance et en fait, la régularité sera toujours mieux, même si c'est avec une séance différente, hein, plutôt que de zapper la séance parce qu'il fait pas beau ou parce que j'ai la flemme de faire du home trainer. Voilà, le lien social et puis partager aussi des moments avec votre club ou vos amis, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à préserver votre capital motivation, parce que le capital motivation, une fois qu'on arrive dans les moments clés de la saison, il devient assez important et il peut vite s'entamer quand on est dans le dur de sa prépa. Donc plus on le préserve l'hiver, plus on pourra aller loin une fois qu'on arrivera au printemps. Et en parlant de motivation, ça nous fournit une super transition pour probablement le dernier point qu'on avait à explorer là-dessus. C'est le petit conseil de se fixer des objectifs, même au cœur de l'hiver, des petits objectifs intermédiaires pour garder la motive et pour avoir toujours envie d'aller à l'entraînement et placer des jalons intermédiaires avant notre grande compète finale qui aura probablement lieu au printemps ou à l'été suivant. Avoir ces petits jalons-là de compétition. Alors, on en a pas mal parlé dans l'épisode précédent sur les objectifs secondaires, mais ça peut être sur une discipline différente, ça peut être sur un format de course un peu différent que ce que vous avez l'habitude de faire. Bah ça aide aussi hein, à faire passer l'hiver, à se motiver, peut-être à placer une échéance à 8 semaines, plutôt que de ne penser qu'à notre triathlon qui aura lieu dans 6 mois. Ça, c'est un vrai truc qui permet de garder du plaisir et de l'envie, parce que bien passer l'hiver, ça va aussi passer par continuer à avoir envie de s'entraîner. Ouais, tout à fait. Et puis ça peut être aussi des objectifs à l'entraînement, hein. On a fait un épisode sur les tests en triathlon et planifier des tests une ou deux fois dans l'hiver, ça peut permettre d'avoir cette motivation-là, d'aller à l'entraînement et de se dire
il y a X semaines, j'ai fait tel résultat sur mon test 400 mètres en natation, et ben dans X semaines, et ben je vais avoir gagné 10, 15, 20, 30 secondes. Et c'est vrai qu'avoir ces jalons-là, là, comme tu l'as souligné, c'est très important et ça permet vraiment d'entretenir cette motivation et de garder le cap en vue de la saison. Et je garderai même aussi comme idée, en fait, quand on a un objectif à plusieurs mois sur un triathlon, et ben, de se dire, dans 6 mois, je veux tenir telle puissance sur mon triathlon, courir à telle allure, et ben, on sait qu'à l'entraînement, si je veux faire, admettons, telle allure en course à pied, faut que mon seuil 2 il soit à cette intensité-là, faut que mon seuil 1 il soit à cette valeur-là, et du coup, voir ces valeurs progresser à l'entraînement et voir qu'on se rapproche de ces objectifs qu'on s'est fixés, de son objectif de niveau physiologique qu'on s'est fixé à l'approche de son échéance, et ça aussi, ça aide à garder le cap. Ah ouais, ça permet de s'assurer qu'on est sur la bonne voie aussi, oui, tout à fait. Super, on a fait un grand tour du sujet, je pense. Ça fait bientôt 45 minutes qu'on enregistre. Si je dois garder un truc à retenir pour mon entraînement cet hiver, alors je vais te laisser boucler, Willy. Moi, j'en mettrai un, c'est à continuer à vous entraîner intelligemment. L'hiver, c'est pas une période de transition en attendant que les beaux jours reviennent, c'est vraiment placer les fondations de la saison à venir. Vous allez faire des trucs que vous n'auriez pas le temps de faire après si vous repreniez au printemps. Donc vraiment, l'hiver, c'est on continue à s'entraîner aussi intelligemment, mais avec moins de pression qu'on peut en avoir le reste de l'année. Et surtout, on lâche pas parce que, comme on l'a dit en tout début d'épisode, la progression en triathlon, ça se compose d'année en année. Mais y mettre des gros arrêts, ça fait repartir d'autant plus bas que là où on a arrêté. Donc on poursuit intelligemment avec les bonnes séances et la bonne planif. Ouais, moi, si je devais vraiment finir sur une phrase, c'est que l'hiver, c'est la période qui peut être la plus difficile, que ce soit sur le plan physique ou mental, mais c'est celle qui paiera le plus quand vous arriverez au printemps, parce que avoir adopté une régularité, une discipline, tout l'hiver, c'est quelque chose qui vous permettra d'être performant le jour J. Ok, super intéressant. Merci William. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro d'un talk. Ouais, pas de souci. Et D'ici bonne journée à tous. Ouais, d'ici là, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou un like. Si vous voulez recevoir les prochains, à vous abonner. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro et dans 2 semaines pour un nouveau talk. À bientôt! Salut, salut!